Les violences envers les enfants persistent dans nos milieux de vie. De ce fait, il nous faut absolument combattre ces actes nuisibles, les réduire, voire les éliminer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette tribune consacrée à la protection des enfants victimes de violences basées sur le genre. Alors, cette émission, je ne vais pas l'animer seule. Je suis en compagnie de Neftali Ibenga. Elle est journaliste à la radio citoyenne des jeunes. Neftali, bonjour. Bonjour David. Alors, tu sens prête pour cette tribune? Oui, en ce qui concerne les enfants, on ne peut qu'être prêt. Nos invités pour décortiquer cette thématique précitée, nous avons Madame Cynthia Aka Douabélé. Elle est chef de service, j'allais dire, chargée de l'éducation, protection et développement des adolescents à l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Madame Cynthia Aka Douabélé, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez? Je me sens bien et mal. Bien parce qu'on va aborder une question qui concerne les enfants, et mal parce que c'est une problématique qui me fait pleurer. Certainement, on va bien découvrir tous ces détails durant cette émission. Alors, je me retourne du côté de M. Joseph Biké-Likibi. Il est coordonnateur du réseau des intervenants pour la protection des enfants en rupture. C'est bien ça, M. Likibi? C'est exact. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Roméo Mbengou, il est juriste, consultant de l'UNICEF sur l'étude liée aux violences basées sur le genre. M. Mbengou, bonjour. Bonjour. Bien, le décor étant planté, mesdames et messieurs, alors Neftali, à toi d'ouvrir le bal des questions destinées à nos interlocuteurs. Merci Franck David. Comme vous le savez, la protection des enfants contre toute forme de violence est un droit fondamental et la communauté internationale s'engage fermement à garantir à tous les enfants ce droit-là. Nous parlons de violence aujourd'hui. Pouvons-nous savoir ce que c'est que la violence? Monsieur Mbengou. La violence, c'est toutes les atteintes à l'intégrité physique, morale, sexuelle sur la personne des enfants, pouvant entraîner un préjudice. Et ces violences peuvent avoir lieu en milieu familial, communautaire et partout ailleurs, comme vous le constatez. Merci, Monsieur Mbengou. La violence demeure une dure réalité vraiment pour les enfants et des millions d'enfants sont vraiment victimes des violences. Cynthia, que pouvons-nous dire par enfant? Ce mot enfant signifie quoi? Bon, l'enfant est défini de plusieurs manières par les États. Mais la définition pour les Nations Unies et qui a été largement adoptée par les États membres, c'est que c'est un individu de 0 à 18 ans. Donc un enfant, c'est une personne qui a moins de 18 ans. Merci. L'enfant, donc une personne qui a moins de 18 moins ans. De 18 ans. Et nous devons les protéger. Je vais me retourner vers Monsieur Likibi Joseph en posant l'action de savoir qu'est-ce que la protection. La protection, c'est toutes les actions qui permettent de prévenir, mais aussi de lutter contre la violence qui est faite aux enfants, puisque nous sommes dans le domaine des enfants. Ça peut être une violence physique, mais ça peut être aussi, on connaît des questions de traite des enfants, ça peut être des questions des pratiques néfastes. On connaît par exemple le mariage forcé des enfants. Alors, toutes les actions qui permettent de prévenir, mais aussi de lutter contre tout ce qui est acte de violence, c'est cela la protection des enfants contre la violence. Merci. Vous savez, depuis le 25 novembre, nous sommes en pleine campagne de 16 jours d'activisme contre les VBG. Et je vais poser la question à Monsieur Likibi. Que signifie VGB? Monsieur Mbengou, VGB, violence basée sur le genre. Que veut dire cette expression? Violences basées sur les genres, ce sont des violences qui sont dirigées contre une personne ou un groupe de personnes tenant compte de son identité du genre.
C'est-à-dire que ce sont des violences qui sont dirigées, par exemple, vers une personne de sexe féminin parce que c'est une femme. Et aujourd'hui, ce peut aussi être que la personne est... des garçons, par exemple, l'étude à laquelle nous avons participé a démontré qu'il y a aussi des enfants, garçons, qui sont victimes de violences parce que ce sont des enfants et ils sont victimes de ce type de violence. Alors, justement, on est en train d'aborder cette question justement de violence, puisqu'il y en a plusieurs formes. Alors, Madame Sitia, est-ce que vous connaîtriez, certainement, vous devez connaître quand même d'autres formes de violence? Oui, bien sûr. Pour ce qui concerne les formes de violence, on peut les regrouper dans 3 ou 4 catégories. Donc, nous avons les violences physiques qui concernent une atteinte sur la personne avec des coups ou des choses. Et on a aussi des violences verbales. Ça peut être une insulte, ça peut être une parole qui est un peu déplacée. Et nous avons les violences sexuelles. Et dans le lot des violences sexuelles, nous avons encore d'autres catégories. Et nous avons les violences en ligne qu'on a soulignées aussi, et qui concernent maintenant avec l'évolution de la technologie, tout ce qui attaque des personnes à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Oui, toutes ces plateformes-là de communication digitale. Au niveau des violences basées sur le genre, j'avais parlé de violences sexuelles. Et dans les violences sexuelles, vous pouvez trouver des cas de viol, mais aussi des attouchements ou la violation d'une personne avec un objet autre que le sexe. Et il y a aussi ce qu'on a appelé les violences économiques. Donc les violences économiques, ça peut être une privation d'un père de reconnaître ses responsabilités vis-à-vis d'un enfant avec la mère, dont il n'est plus avec la mère, et aussi nier tout droit d'activité lucrative à une personne, par exemple à une jeune fille ou à une femme, parce qu'elle est femme. Donc il y a toutes ces formes de violence. Bon, certains parlent de violence intellectuelle aussi. Ça rejoint un peu les violences psychologiques. Et donc voilà en gros les formes de violence que je pourrais donner. Alors, Madame Sitia, selon l'étude réalisée par le ministère des Affaires sociales, donc avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, il y a quelques chiffres, vous me permettez de les lire. Donc 1338 cas de violence recensés dans 312 dans les commissariats de police et 1026 dans les centres de santé. Alors, Monsieur Lekibi, lorsque vous entendez ces chiffres, alors déjà quand on parle de 85% dans les grandes villes, donc Brazzaville et Pointe-Noire, est-ce que ça vous choque? Bien sûr que ça fait froid au dos d'entendre qu'un nombre si important d'enfants sont victimes de violences. Enfin, les enfants, les garçons comme les filles. C'est énorme. Je pense que c'est de notre responsabilité de faire en sorte que les enfants jouissent de leurs droits, mais pas subir la violence. Lutter contre la violence, c'est aussi prévenir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait 1300 enfants victimes de cas de violence pour qu'on se lève. C'est aussi prévenir pour que ceux qui n'ont pas encore subi de violence ne puissent pas les subir, que ceux qui ont subi des violences déjà soient pris en charge et qu'ils sortent de cette situation. Alors là, on aborde déjà les causes. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quand même quelques causes? C'est bien qu'on peut les connaître, mais ceux qui nous suivent voudront bien savoir pourquoi, quelles sont les causes qui emmènent à ces violences-là. L'étude dont vous avez parlé, je pense qu'elle fait état des causes. Si on a été exposé soi-même aux violences dans une famille, on la reproduira. Ça peut être une des causes. Des enfants qui grandissent dans la violence reproduiront forcément la violence, parce qu'ils ne donneront pas ce qu'ils n'ont pas reçu. Voilà, il y a aussi, et ça on voit nous-mêmes, un enfant qui vit des échecs scolaires, ça peut aussi le rendre violent. Toutes les injustices qui sont subies
par les enfants, à l'école ou dans la famille ou dans le quartier, ça peut rendre les enfants violents. Donc il y a plusieurs causes. Il suffit de revoir l'étude. C'est plus sérieux de voir l'étude puisque c'est ce qui a été démontré. Exactement, Monsieur Mbengu, vous avez travaillé sur cette étude. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, je voudrais déjà revenir sur... C'est vrai que les chiffres font déjà froid au dos. Mais encore, ce qui est plus difficile, c'est que si on vous dit que parmi les enfants qui sont victimes, vous avez les enfants de 6 mois, de 2 ans, de 12 ans, et qui sont victimes quelquefois de la part de leurs propres parents, donc quelqu'un à qui, bien évidemment, il fait confiance, qui est censé le protéger et qui, malheureusement, est son propre bourreau. Donc, c'est effectivement des choses qui font très mal. La difficulté encore est que les auteurs de ces violences ne sont pas suffisamment interrogés pour qu'on puisse comprendre un peu quelles sont les raisons qui les poussent à violer. Parce que qu'est-ce qui pousserait un homme de 30 ans, 40 ans de violer un enfant de 6 mois, de 2 ans? Bon, est-ce que les gens sont malades? Parce qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Peut-être que les gens souffrent aussi des problèmes psychologiques qui font que finalement on se permet d'avoir des désirs sexuels pour un enfant de cet âge. Alors nous allons y revenir. Madame Titia, au début de cette émission, vous avez dit que y a des choses qui vous font mal sur ces questions. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? C'est des choses qui font froid, c'est des choses qui font mal. Donc, quand on s'interroge sur les causes, beaucoup de causes sont avancées par des études, par des choses, mais des fois, on se demande vraiment qu'est-ce qui est derrière tout ça. Pour certains types de violences, on peut dire, bon, c'est la crise économique. Par exemple, avec Covid, on a vu que les violences dans les familles avaient augmenté parce que les gens étaient tous à la maison, personne ne pouvait sortir, donc il y avait cette pression-là. Certains parlent de... Bon, il y a des normes sociales, bien sûr, même si au Congo, c'est pas très développé, mais les questions de mutilation génitale féminine, c'est vraiment très répandu. Surtout en Afrique de l'Ouest. Oui, et ça, c'est un problème très sérieux. Le mariage précoce des enfants, on peut dire, c'est des aspects culturels. Et ici, il y a une certaine pratique d'inceste qui n'est pas dévoilée, mais qui est courante dans les familles. Des pères qui vont avec leurs propres enfants et tout ça. Donc, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer de façon rationnelle, mais il y a des éléments qui entretiennent ça. Est-ce que le manque de communication parents-enfants sur la sexualité peut être considéré comme étant une cause? Je commence avec Monsieur Joseph Likibi. Si dans une famille, il n'y a pas de communication, si on n'arrive pas à expliquer certaines choses, les enfants vont de toute façon, aujourd'hui avec le développement des médias sociaux, ils vont le découvrir autrement. Et s'ils le pratiquent en ayant découvert autrement, la famille n'est pas contente, elle peut essayer de punir. Et ça, l'enfant peut se dire, ben, c'est pas normal que je sois puni pour quelque chose. Voilà, donc c'est important d'avoir la communication. C'est pourquoi nous, en tout cas dans notre organisation, on a un programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle pour les enfants. Ça contribue à apaiser justement certaines tensions et éviter d'arriver au pire. Monsieur Mbengu, la sexualité est considérée comme étant tabou? Je dirais oui et non. Oui, parce que si l'on prend l'aspect, parce que si on regarde les auteurs de violence, ce sont les jeunes, parfois de 16, 17, 18, 19, 20 ans. Donc, le fait qu'il n'y a pas un dialogue entre parents et enfants sur la sexualité, ils vont le découvrir sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on le découvre sur les réseaux sociaux,
la tendance est bien évidemment de pratiquer sur les filles, les jeunes filles, les petites qu'ils rencontrent. Donc, de ce point de vue, je dirais oui, le fait que ce soit un tabou, ça permet aux enfants garçons notamment de découvrir et de pratiquer. Mais non, parce que si on regarde en tout cas l'ampleur des violences et les différents auteurs, je dirais que ce sont quelquefois des hommes qui sont assez matures, assez responsables et qui malheureusement se permettent de faire ce genre d'actes sur les enfants. Donc, je crois qu'il y a un équilibre qui doit être trouvé à ce propos. Madame Cynthia, ne pas briser la glace sur la sexualité peut être considéré comme étant une cause de violence. Oui, je dirais oui, c'est une des causes. Parce que vous savez, lorsqu'un sujet devient tabou, ça devient aussi un sujet de curiosité, surtout pour les enfants. Et pour ce qui concerne les violences sexuelles sur les enfants, pour ce qu'on sait, c'est soit l'entourage, soit la famille, soit oui. Et donc, ça ne commence pas directement par l'acte sexuel. Ça peut être des attouchements, ça peut être des paroles, des choses, mais l'enfant qui ignore que ce genre de gestes ou de langage peut conduire à l'acte sexuel, peut se laisser faire. Si un enfant de 6 ans sait qu'on ne doit pas toucher ses parties intimes ou toucher, si c'est une fille, toucher ses seins, l'enfant va être déjà allaité. Mais puisque chez nous, en Afrique, dans nos familles, c'est tabou, moi, par exemple, je commençais à parler des aspects du sexe et de menstruation avec ma fille quand elle avait 8 ans. Donc, la solution, comme a dit M. Likibi, il faut prévenir, mais la prévention commence par cette communication-là, dès le bas âge. Même à 5 ans, on peut commencer à parler dans le langage de l'enfant. C'est quoi son corps? Quelles sont ses parties que quelqu'un ne doit pas toucher? Quelles sont les alertes qu'on lui envoie quand il y a un prédateur? Merci. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un aspect très, très important. Okay. Les causes, on en a parlé. Là où il y a cause, il y a conséquence. Et l'impact, déjà, du côté de la victime, un enfant qui est violenté, quelles peuvent être les conséquences à long terme? Vous savez, selon les estimations des Nations Unies, chaque 5 minutes, il y a une personne qui meurt à cause des violences. Chaque 5 minutes. Donc ça, c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'un enfant, par exemple, qui subit des violences ne peut pas réussir à l'école. Son cursus scolaire est arrêté. Donc, il y a un impact sur son éducation. Les conséquences psychologiques, les autres vont mieux le développer. Mais c'est encore plus grave. Quelqu'un qui a subi des violences dans son enfance, et il peut avoir 2 réactions, 2 comportements. Soit il est renfermé, et quand il veut agir, si tu l'as provoqué, il te coupe la tête. Soit il veut s'exprimer, donc il devient un peu comme un gangster, un brigand. Dans leur être, ce qui peut sortir, c'est des ordures. C'est ce qu'on leur a mis à l'intérieur qui ressort. Une fille qui a subi des mutilations, vous allez comprendre avec moi que sa vie sexuelle elle va pas être épanouie, il n'y a pas d'épanouissement. Et là, c'est là où vous allez constater des comportements sexuels un peu désinvoltes, parce qu'elle cherche le plaisir qu'elle n'a pas. Elle va pas trouver le plaisir avec une personne. Donc, elle va aller avec 2, 3, 4, et vous voyez un peu. Une fille qui est chassée, un enfant qui est chassé de sa maison, qui a fui la maison parce qu'il y a les violences à la maison, il va se retrouver dans la rue, enfant de la rue, enfant en rupture avec la famille. Et vous connaissez toutes les conséquences. Quand l'enfant est dans la rue, il est exposé à tout. Merci Cynthia. Je vais vers Monsieur Joseph Likibi. Je pense que Réhyper connaît un peu plus sur les conséquences. Bien sûr, mais
que c'est dépressif de ne pas se sentir aimé, de se sentir déconsidéré, d'être humilié dans la vie. Ça, n'importe qui le ressent, qui plus encore, les enfants le ressentent. Évidemment, il peut naître un sentiment de révolte contre cette société, contre ces familles. Vous savez qu'en lisant les différentes études, la plupart des violences se passent d'ailleurs dans les familles. Ensuite, il y a l'école, et puis évidemment, les commissariats, etc., etc. Et ça, évidemment, on forme, peut-être inconsciemment ou consciemment, on forme des personnes révoltées contre nous et contre notre société. Donc, c'est pourquoi il est important, à ces âges, de faire extrêmement attention sur les traitements que l'on donne aux enfants. Franck Davy, la violence compromet les droits fondamentaux des enfants. Pourtant, elle n'est pas une fatalité. Vous voyez, c'est quelque chose que nous pouvons toutefois éliminer. Bien entendu, bon, c'est vrai qu'on parle des conséquences, mais certainement ceux qui sont entre nous vont nous en vouloir. Ils se demandent même de quelle manière doit-on corriger un enfant. Est-ce que quand on l'engueule, on tape avec, je sais pas, permettez-moi, c'est un terme courant, taper avec la ceinture et tout ça, est-ce que c'est une violence? Ah oui. À vous, Ah oui. La correction. La correction, on doit faire à l'enfant. Déjà, de quelle manière? nous avons, à l'époque où nous étions à l'école primaire, effectivement, on nous tapait. Mais aujourd'hui, la chicotelle interdite à l'école, ça veut dire que c'est une violence. Parce que si elle n'était pas considérée comme une violence, on ne l'interdirait pas. Effectivement, on a pensé que c'est une violence qu'il faut finalement ne pas corriger l'enfant de cette façon. Oui, monsieur Likibi, parce qu'à une certaine époque, les années 70, 80, même 90, à l'école primaire, collège, c'était des chicottes, hein? C'est dans nos mentalités. Comment on doit corriger les enfants aujourd'hui? Oui, mais d'abord, c'est quoi corriger? Parce que la sanction ou la correction peut être positive ou négative. J'ai l'impression que dans certaines familles, et même à l'école, on est focalisé sur les actes négatifs des enfants pour dire qu'il faut qu'ils soient punis, mais pas sur les actes positifs pour dire qu'il faut que vous soyez encouragés. Je pense qu'il faut essayer il faut absolument les deux. La sanction positive ou la correction positive, comme vous voulez, va aider les autres enfants à vouloir mieux faire, mais la sanction négative, c'est pour essayer de dissuader les enfants de ne pas continuer dans ce qu'on peut appeler un mauvais comportement. Donc il faut équilibrer. J'ai l'impression qu'on nous montre aux enfants, et ça peut être négatif, c'est source de violence. On montre aux enfants qu'en fait tu ne sers à rien, tout ce que tu fais c'est le mal. Et voilà, il doit être sanctionné. Le jour où il fait bien, personne ne dit rien. On ignore carrément. Voilà, je pense qu'il faut apprendre à montrer le positif aux enfants, de façon qu'eux le reproduisent, mais pas attendre qu'ils se comportent mal, peut-être inconsciemment, pour dire, ben là, il faut que vous soyez punis. Alors, Madame Sidja, oui, l'éducation suffise par la parole? Dans l'évolution de l'éducation, on a proposé des approches, par exemple des approches basées sur les compétences. Donc, on va plus dire à un enfant que tu ne vaux rien ou bien tu n'as rien fait parce qu'il n'a pas trouvé une question qu'on a posée. On cherche quelles sont les compétences, les skills qui sont en lui, qu'est-ce qu'il a. Et aussi, on a trouvé avec Save the Children et IRC, je pense, ce qu'ils appellent les mesures les punitions positives. C'est-à-dire qu'au lieu de frapper l'enfant à coups de bâton parce qu'il n'a pas bien répondu à une question, ou bien qu'il a eu un comportement indésiré, c'est de trouver d'autres moyens. Par exemple, tu peux lui dire, comme les autres le font, copier telle leçon 10 fois, des choses comme ça. Mais de façon plus scientifique, il y a des mesures pour amener un enfant à étudier, à développer ses compétences qu'il faut. Alors, Monsieur Mbegou, vous êtes juriste. Alors, quelle est la conduite à tenir ou bien que peuvent faire les victimes en cas de violence
la manière de se protéger en fait. Lorsqu'on est victime d'une violence, il y a il faut la dénoncer parce que aujourd'hui le problème c'est que les gens pour diverses raisons ne dénoncent pas toutes les violences dont ils sont victimes. Mais je crois qu'il faut la dénoncer. La dénoncer comment? Il y a la police, le commissariat de police, il y a les brigades de gendarmerie, il y a le service du parquet de la République. Donc, il faut déposer une plainte et voilà, les auteurs vont être interpellés et puis poursuivis. Ça, c'est ce que on doit faire. Mais il y a aussi l'hôpital parce qu'un enfant, par exemple, on est victime de viol, il est important que dans les 72 heures, que l'enfant soit pris en charge médicalement parce que ça peut éviter les infections sexuellement transmissibles, éventuellement le VIH. Donc, il y a toutes ces actions que les enfants, les victimes de violences doivent prendre. Et pour les auteurs des actes que prévoit la loi? Mais la loi, aujourd'hui, nous avons le bénéfice de l'adoption de la loi 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes. Avant, ce n'était pas prévu, mais dans cette loi, il est prévu que les auteurs, en dehors du fait qu'ils vont être poursuivis pénalement, ils peuvent être pris en charge psychologiquement. De sorte qu'on essaye de regarder, est-ce que si c'est une personne qui est malade, psychologiquement ou mentalement, que cet auteur soit pris en charge et éventuellement par les services compétents. Alors, monsieur Likibi, vous êtes l'ONG parce que vous êtes des acteurs qui s'occupent de la protection de l'enfant. C'est vrai que nous avons la loi Pouchignan portant protection de l'enfant en République du Congo. Mais il y a aussi la Convention relative aux droits de l'enfant. Est-ce que, à votre niveau, vous veillez vraiment à l'application des principes qui sanctionnent les auteurs qui font des violences à l'égard des enfants? Et bien sûr qu'on tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais on est dans une société structurée. Vous avez les auteurs de violences qui s'exposent à la justice, et comme a dit M. Roméo, c'est la justice qui les juge ou qui ne les juge pas. C'est rapide ou c'est lent, ben voilà, ça fonctionne comme ça fonctionne. Mais nous sommes prompts, naturellement, à prendre en charge les cas d'enfants victimes de violences. Sauf qu'il y a des situations irréversibles. On a rencontré, il y a quelques mois, une jeune fille qui a eu un coup de pied au ventre. Et les conséquences sur la santé reproductive sont irréversibles. Elle ne pourra plus faire d'enfants parce qu'il y a eu tout ce que les médecins ont dit. Ça, c'est irréversible. Quelquefois, il y a même des décès. Ça, c'est irréversible. Mais pour le reste, ce que les médecins peuvent faire, évidemment, ils le font. Nous avons redirigé les cas des violences. Si c'est des conséquences sur le physique, oui. Sur le mental, sur la psychologie de quelqu'un, d'un enfant, ça peut prendre du temps. Ça, on ne s'en rend pas compte. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais nous essayons de faire ce qu'on peut pour qu'il y ait des organisations au sein de notre réseau ASI qui s'occupent spécialement des filles et les autres qui s'occupent des garçons qui travaillent sur ces questions au quotidien. La violence liée au genre et à l'égard de l'enfant devient une menace omniprésente. Mais comment faire pour prévenir ou éliminer ces violences, Monsieur Likibi? Écoutez, il y a je crois que c'est Cynthia qui l'a dit. Je pense que ces lois telles que la loi Mouébara, je crois que c'est bien ça. Il faut continuer à la vulgariser, il faut sensibiliser les gens sur l'existence de ces lois et que prévoient ces lois, et peut-être les traduire aussi en langue nationale, et peut-être les médias devront eux-mêmes être formés sur ces lois pour que les médias en parlent davantage. Il faut montrer que la loi existe et que les sanctions sont prévues. Et une fois que les sanctions sont prévues, il faut aussi sanctionner les personnes qui sont auteurs de violences pour dissuader d'autres et briser l'élan. Avant, il n'y avait pas la loi. Aujourd'hui, la loi existe et qu'il faut arrêter. Sinon, vous vous exposez à la violence, cette fois-ci de la loi. Vulgariser les lois. Madame Cynthia,
Quelles sont les stratégies à mettre en place pour éliminer ou protéger totalement les enfants contre les violences? Merci. Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup d'interventions qui sont en cours. Je voudrais revenir un peu sur la loi Mouibara. C'est vrai qu'elle est récente, hein, c'est mai 2022, mais il y a des choses qui sont en train d'être faites. Okay. Donc, la première stratégie, c'est vraiment d'avoir ce cadre institutionnel et légal qui prennent en compte tous les aspects de cette lutte-là. Donc, avoir des lois qui ont des tests d'application, avoir des structures, avoir des mécanismes qui font le suivi de cette loi. Maintenant, l'autre aspect, c'est cette prévention dont on parle. La prévention, c'est quoi? Prévenir quelque chose, ça veut dire que tu sais comment ça commence, où ça va et comment ça se termine. Donc, la prévention peut se faire à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des familles. Mais il y a aussi l'image qu'on a même de la jeune fille. Et si on se dit, bon, une fille, pourquoi la mettre à l'école? Après, le CM2 peut venir se marier et puis c'est réglé. Donc, on va accorder moins d'importance à la scolarisation de la fille que celui du garçon. Dans la prévention aussi, il y a tout ce qui est disposition au niveau de la santé. Je prends un exemple. Pour que quelqu'un ait les preuves, une femme ait les preuves qu'elle a été violée, il lui faut aller dans un centre de santé les 72 heures qui suivent. Alors qu'on sait que les centres de santé sont pas dans les campagnes. On a peut-être dans les grandes circonscriptions, dans les grandes agglomérations, mais quelqu'un qui doit quitter le fin fond de l'Ekomo, de l'Ikwala pour arriver à Bétou ou à Niélé pour aller à l'hôpital, les 72 heures sont passées. Et donc, je n'ai pas de preuves. Le processus ne peut pas continuer. Donc, celui qui m'a violé là, il est dans la nature, il n'y a pas de preuves pour l'arrêter. Il va recommencer. Bien, nous tendons vers la fin de cette émission. Rapidement, en quelques secondes, quel est votre plaidoyer? Le plaidoyer que je peux lancer, c'est que la loi Mouibara prévoit la mise en place de beaucoup de structures. En tout cas, nous souhaiterions que ces structures soient mises en place pour que, qu'elles fonctionnent de façon optimale pour le bien des enfants. Monsieur Kibi, en quelques secondes. Écoutez, la loi Mouibara, c'est une bonne chose, mais moi, mon plaidoyer, c'est sur le continuum des interventions. Comment on fait la prévention, on fait le traitement, mais aussi on prévoit la récurrence, parce qu'il y a des gens qui violent aujourd'hui, reviolent demain, violent et tout le temps. Comment prévenir tout ça? Il faut travailler en amont et en aval. Mais en plus, il faut des budgets conséquents. Vous savez, la loi Mouibara a forcément un coût. Les institutions à mettre en place, les budgets pour la santé, et tout cela, si à la fin de l'année, de cette année, puisqu'elle vient d'être prise, les budgets du ministère de la promotion de la femme devraient pouvoir augmenter pour prendre en compte cette situation. Parce que si c'est les mêmes budgets, évidemment, les services ne seront pas en capacité de payer les frais. Parce que quand vous allez à l'hôpital, il faut bien payer. Madame Sensei a dit 10 000 ou 15 000. Non, nous on paye 20 000, rien que pour un examen. Et ensuite, on le fait, même à Brazzaville, on ne le fait pas tout de suite, mais on paye quand même. Et s'il n'y a pas l'argent, évidemment, c'est difficile d'avancer avec seulement la loi sans argent. Madame Cynthia, en quelques secondes, votre plaidoyer. Oui, moi je dirais que les questions de violence, c'est vraiment un problème global. C'est un problème holistique. Un seul secteur ou une seule structure ne peut pas prendre en charge. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait cette approche intersectorielle, holistique, pour que chacun puisse jouer son rôle? Si je prends l'éducation, il y a des stratégies en milieu scolaire pour éliminer les violences. Il faut que le ministère s'engage. Nous, en tant que partenaires techniques,
on apporte des idées, des stratégies, mais il faut que le gouvernement prenne tout cela à bras le corps pour que ça marche. Il faut que ce soit une priorité nationale. Bien, donc il faut que ce soit une priorité nationale, c'est l'engagement de tous. Alors retenez, enfin, mesdames et messieurs, que tout enfant, quel que soit son rang social, a besoin ou mérite d'être aimé et protégé. Vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cette tribune spéciale qui a porté sur la protection des enfants victimes des violences basées sur le genre. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Prochainement.